C'est moi. Merci. Bonsoir à tous. Merci aux labos. Mais si, quand même, les labos participent au plaisir féminin avec leurs produits, puisqu'on a un agent contraceptif, on a le Nexplanon, et c'est grâce à une contraception efficace qui a révolutionné la sexualité, qu'aujourd'hui on a une sexualité qui est tournée vers le plaisir, vers le côté récréatif et non pas vers le côté reproductif. Et puis Lily, il y a des agents IPDE5 qui aident à aider sur les dysfonctions érectiles. Et donc c'est vrai que quand on a une érection qui tient la route, ça peut aider, mais vous verrez que c'est vraiment pas l'outil essentiel. Donc encore, merci au labo. Donc je suis ravi de vous retrouver ce soir pour pouvoir vous parler de qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en evidence-based sexologie sur le plaisir féminin. Alors, bien sûr, ça pourrait faire l'objet d'un topo d'une journée, voire d'un séminaire de 3 jours. Je vais essayer de rester scientifique, je vais essayer de rester sur les bases et de vous faire passer quelques messages importants. Je vous parlerai tout d'abord du clitoris. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur cet organe unique dédié au plaisir féminin. Je vous parlerai de la prostate féminine, qui est quand même méconnue, d'accord, mais qui est une entité qui existe et qui est reconnue comme telle. On ira forcément après sur le point G, Ernest Grafenberg. Je vous parlerai un petit peu de neurophysiologie, juste quelques notions importantes, parce que quand c'est un gynéco qui vous parle de neuro, on va à l'essentiel, on ne va pas s'éterniser dessus. Et puis je vous donnerai quelques chiffres et pathologies sur l'orgasme féminin. Si on a le temps à la fin, si ça vous intéresse, et si les organisateurs nous le laissent, je vous parlerai de mon mémoire et de mon travail sur les femmes fontaines et l'éjaculation féminine. Donc le clitoris. Avant Jésus-Christ, c'était plutôt bien vu, d'accord. C'était le serviteur qui invite les autres, c'était plutôt une bonne chose. Au Moyen-Âge, il avait plutôt bonne presse. Et puis, le terme de clitoris apparaît au XVIe siècle, donc on ne savait pas grand-chose. On pensait bien sûr que c'était pour faire pipi. Voilà, pas très problématique à ces moments-là. L'Église n'a pas encore mis son veto dessus, son regard dessus. XVIIe siècle, on a des descriptions plus poussées. Et puis, au début du XVIIe siècle, on en parle dans des traités, dans des manuels sur l'art de faire jouir, c'est important. Et puis, Tissot arrive, et puis répression de la masturbation masculine, féminine. Il ne faut pas se masturber, c'est la porte d'entrée de toutes les maladies. Donc, interdiction totale, répression de la masturbation. 18e siècle, on va plus loin. On se sert de la cautérisation du clitoris ou de la clitoridectomie pour traiter toutes les pathologies, la masturbation, la nymphomanie, la lascivité, l'hystérie, la cataplexie, etc. On coupe le clitoris, ça va les calmer, ça se passera mieux. 19e siècle, les médecins utilisent le massage clitoridien ou le massage utérin pour calmer les esprits. D'accord ? Donc il y avait des médecins qui étaient là juste pour masser et ça aidait. Bien sûr, aucun plaisir sexuel puisque la femme ne pouvait avoir du plaisir que par l'introduction du pénis du partenaire. Donc là, c'était vraiment une manœuvre médicale qui visait à la détendre et à relâcher les tensions. On a été jusqu'à dire que c'était un organe complètement inutile et ça a disparu des traités de médecine. On n'en parlait plus. Inutile, pas de pathologie, pas de fonction, on n'en parle pas. Juste petite notion, dans les manuels de sciences et vie pour les étudiants scolaires en 4e, pour la première fois cette année, un livre reparle du clitoris et le représente. D'accord ? Et c'est la première fois, on est en 2017. Au XXe siècle, donc Freud infantilise l'utilisation du clitoris, c'est l'orgasme immature de la jeune fille. Une vraie femme mature ne peut avoir du plaisir que par le pénis de son partenaire. Marie Bonaparte a tenté une chirurgie de déplacement du clitoris. Elle s'est fait opérer 3 fois pour essayer de le redescendre un petit peu plus près de l'entrée de vulvaire pour qu'il puisse être stimulé durant la pénétration. Ça n'a pas marché. Et puis, grande révolution dans les années 60, le rapport Hitt. Donc ça, c'est très intéressant. C'est le premier recueil de témoignages sur la sexualité des femmes par des femmes. Et donc, elles racontent ce qui leur plaît, comment ça leur plaît. Il faut juste se remettre dans le dans le contexte de l'époque où on ne connaissait pas du tout ça. Et donc là, le clitoris prend une place majeure dans les pratiques sexuelles et dans l'utilisation dans son rôle pour le plaisir. Donc vraiment, ça a révolutionné les mœurs de pouvoir compiler. Et donc, régulièrement, il y a une nouvelle édition. Et donc, très intéressant. Tiens,
Combien ça mesure le clitoris? Une idée? En totalité? Ouais, c'est pas mal. Ça mesure entre 8 et 12 cm. D'accord? Le clitoris est composé d'un gland, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, et puis de 2 corps caverneux et de 2 bulbes spongieux qui sont paravaginaux. D'accord? Bon, là, l'image est grossie, mais l'idée est de dire que c'est la même anatomie que la verge, des corps caverneux, des bulbes spongieux, autour de l'urètre. D'accord? Sauf que là, ça forme une arche, et là, c'est plutôt en longueur. Si vous êtes un petit peu attentif sur les représentations, vous voyez que ici, le gland chez l'homme, c'est du corps spongieux. Or là, le gland chez la femme, c'est du corps caverneux. Petite subtilité anatomique qui explique peut-être pourquoi chez l'homme, on a 4000 terminaisons nerveuses sur le gland et on en a 6 à 8000 chez la femme sur le gland du clitoris, qui est beaucoup plus petit. Et donc, il y a une intensité et une sensibilité qui est beaucoup plus forte. La description anatomique du clitoris telle que je vous la montre, c'est 1998. Elle n'a pas 20 ans. D'accord? C'est tout récent. C'est une Australienne, Helen O'Connell, qui a montré ça il y a 19 ans. Donc c'est tout récent. La fonction du clitoris, c'est 2009, Odile Buisson, une gynécologue échographiste, qui a montré comment le clitoris bougeait et comment il était stimulé au cours de la pénétration dans un rapport sexuel. Et donc on voit que ce n'est pas un organe immobile et qu'il a vraiment toute une mobilité, toute une motricité qui participe au rapport et au plaisir. Donc aujourd'hui le clitoris, ce n'est pas juste un petit bouton qui se situe à la réunion des petites lèvres et dédoublées qui forment le capuchon. Non, c'est tout un organe à l'intérieur qui pourra être stimulé de différentes manières. Donc aujourd'hui, le débat, êtes-vous clitoridienne, êtes-vous vaginale, d'accord? La problématique qui a empoisonné la vie de femme pendant plus de 100 ans grâce à Freud, aujourd'hui on en est complètement revenu, ce débat est obsolète. Je vais exagérer un petit peu en disant, mais tout passe par le clitoris. Maintenant, ce clitoris peut être stimulé de différentes manières. Il peut être stimulé directement à l'extérieur par une stimulation manuelle, digitale ou avec la langue, très bien. Il peut être stimulé par les mouvements vulvaires de la pénétration. Lorsque le pénis entre et sort dans le vagin, ça va tirer sur les petites lèvres, et ces petites lèvres se rejoignent sur le frein du clitoris, et donc ça va entraîner des mouvements et une sensibilité agréable. Et puis, ça peut être au travers le vagin, sur la stimulation latérale du vagin, et là, ça va donner d'autres sensations, et des sensations nouvelles qui n'ont pas été mises en évidence tout de suite par la jeune femme. C'est pour ça que, classiquement, dans les témoignages sur les tailles de pénis, les pénis longs n'apportent pas forcément de plus-value. Par contre, avec une certaine largeur, c'est là où c'est plus intéressant. Les mouvements spontanés de la femme lors d'un rapport, si on laisse la liberté à la femme de faire ce qu'elle veut, quand elle se met au-dessus, elle va plutôt préférer de faire des mouvements d'avant en arrière, ce qui va lui permettre de frotter le clitoris externe directement, et surtout d'étirer les corps caverneux et les bulbes spongieux, plutôt que de faire des mouvements de haut en bas, qui ne sont pas forcément désagréables, mais qui sont plus orientés pour le partenaire et qui finissent par être fatigants pour les quadriceps. Bon, on va passer rapidement, je vous parle quand même quelques pathologies sur le clitoris. On peut avoir des condylomes et des abcès clitoridiens, donc voilà, il faut se connaître. Le cancer de la vulve qui s'étend au clitoris est un facteur pronostic péjoratif sur ce type de cancer. Le syndrome d'excitation génitale persistante, c'est une entité un petit peu nouvelle qui date du début des années 2000. Globalement, c'est des gens, des femmes, qui ont un besoin irrépressible d'avoir du plaisir et un orgasme pour se soulager. Mais ça crée des tensions réelles, problématiques, qui les obligent à se masturber plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour. Et ça a des répercussions au point que y en a une qui s'est suicidée. D'accord? Donc, c'est une entité réelle, c'est pas de la nymphomanie, c'est vraiment des tensions pelviennes. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un nerf qui est bloqué dans le canal de Alcock? Est-ce que c'est des varices pelviennes? Bon, il y a toute une série qui a été faite là-dessus, mais globalement, il n'y a rien qui ressort malgré les IRM et autres. Et puis, les mutilations génitales. 13 millions de femmes tous les ans sont excisées avec les complications qui en résultent. Ça concerne 27 pays, principalement dans l'Afrique subsaharienne.
Foldes, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, a participé justement à la reconstruction du clitoris chez ces femmes qui ont été excisées et chez qui on refait sortir donc, le corps caverneux. Et donc c'est à partir de ces travaux de nécessité qu'ont avancé les travaux de recherche sur l'anatomie et la fonction du clitoris. La prostate féminine. Alors, ça existe ou ça n'existe pas? En fait, vous la connaissez, mais sous un autre nom. Bon, les premières évocations de glandes paraurétrales datent du XVIIe siècle. Et puis, au XIXe siècle, qu'Alexander Skene va appeler ces glandes les glandes de Skene. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des glandes autour de l'urètre. OK. Dans les années 80-90, il y a un Yougoslave, Milan Zaviasic, qui a fait plus de 200 dissections dans cette région avec de l'immunomarquage, avec de l'analyse immunohistochimique, et qui a retrouvé que ces glandes paraurétrales, glandes de Skene, sécrétaient exactement la même chose que la prostate chez l'homme. D'accord ? Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle n'a pas bénéficié de l'imprégnation en testostérone, et donc elle est beaucoup plus petite. Il y a 6 formes anatomiques qui vont de la glande elle-même constituée jusqu'à un recueil de plusieurs petites glandes, ou alors quasiment pas du tout. Ça a été reconnu en 2001 par la FICAT, la Fédération internationale de nomenclature, anatomique internationale, qui parle donc de glande paraurétrale ou de female prostate. D'accord ? Elle fait entre 2 et 5 grammes, alors que chez l'homme, elle fait entre 20 et 40 grammes. Mais elle est fonctionnelle. Elle va sécréter du zinc, des phosphatases à l'alcaline, et même, elle est capable d'éjaculer. Rubio Casillas et Giannini ont réussi, grâce à un cathétérisme, à isoler un éjaculat, mais de très faible volume. D'accord ? Moins d'1 millilitre. Donc on ne le voit pas. D'accord ? C'est tout de suite dilué, mais ça contient beaucoup de PSA, ça contient exactement les mêmes choses que le sperme chez l'homme, mais dans un beaucoup plus petit volume, forcément. Donc, sur le dessin, on a l'urètre et on a possiblement la prostate. Alors, quel est le rôle de l'éjaculation féminine? Quel est le rôle de la prostate? On n'a pas de preuves là-dessus, mais on a des théories. Est-ce que ça aurait un rôle antibactérien, antimicrobe? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, cette prostate peut avoir des complications, et notamment des cancers de prostate chez la femme, ça a été décrit, des infections aiguës, voire des infections et un portage chronique. Et ça, c'est intéressant parce que ça va dans une nouvelle théorie qui est dans l'air du temps, qui expliquerait éventuellement les infections urinaires à répétition. On dit que chez la femme, on fait des infections urinaires à répétition parce que les germes remontent l'urètre au cours du rapport sexuel. Ouais, mais on ne sait pas, mais on ne comprend pas. Ça n'explique pas tout. Et il y a une théorie. Il y a un mec qui s'appelle Santa Maria qui a montré que chez 75% des femmes, en post-orgasme immédiat, quand on analyse les urines, on retrouve du PSA à l'intérieur. Donc, la plupart des femmes sont capables d'avoir une éjaculation, et cette éjaculation peut même avoir un effet rétrograde et remonter dans la vessie. Et donc, l'idée des infections urinaires à répétition serait en fait qu'il y aurait un portage chronique de germes dans la prostate chez la femme, et au cours du rapport sexuel, cette prostate se vide et remonte. Et donc, il faut arrêter les traitements minutes et les traitements courts sur les cystites à répétition, et peut-être, c'est une théorie, privilégier, comme chez l'homme, le traitement pendant plusieurs semaines, comme pour une prostatite. Bon, quand on a vu le clitoris et quand on a vu la prostate, on est forcément obligé d'aller sur le point G. 1950, Ernest Grafenberg écrit un papier sur le rôle de l'urètre dans le plaisir féminin. Bon, lisez ce papier, c'est intéressant de voir que en fait, c'est juste les confidences d'un gynécologue-sexologue qui a eu un recueil de données de ses patientes qui les témoignent que sur la paroi antérieure du vagin, il y a une zone qui est particulièrement intéressante et particulièrement voluptueuse et qui donne du plaisir. Ok, très bien. Ce papier, aucun effet. C'est 30 ans plus tard, quand Adiego a fait un des premiers papiers sur l'éjaculation féminine et les femmes fontaines avec des problèmes de nomenclature, je vous en reparlerai éventuellement à la fin, qui a parlé de la Grafenberg spot. C'est un néologisme qu'il a créé en 1980. Et donc il parle de cette paroi antérieure du vagin qui est particulièrement sympathique, qui est particulièrement agréable, qui peut même être une zone gâchette pour les femmes fontaines. Mais il ne sait pas bien ce que c'est. Donc il y a des recherches qui ont été faites là-dessus.
Je vous en parlerai juste après. En tout cas, il y a une littérature qui est très riche sur le sujet, comme vous pouvez le voir, et des polémiques sur son existence pendant 30 ans. Aujourd'hui, clairement, on s'accorde à dire que ce point G existe, mais pas sous forme d'un organe anatomique, mais plutôt comme la réunion de plusieurs entités anatomiques particulièrement intéressantes. Et ça serait en fait le contexte clitorido-urétro-prostato-vaginal. Et donc, dans le vagin, 2-3 cm sur la paroi antérieure, on sent une zone un petit peu granuleuse, qui peut justement être la prostate. Et ce qui est intéressant, c'est l'inflexion qu'il va y avoir dans cette zone, qui va en fait stimuler les corps latéraux du clitoris, l'urètre et la prostate. Donc, si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à regarder sur YouTube. Stimuler le point G, vous avez près de 4000 réponses en français. En anglais, c'est plus de 100 000. Donc, il y a tous les tutoriels sur comment savoir stimuler cette zone. Un petit peu de neurophysiologie. Donc, la sensibilité du clitoris, c'est 6000 à 8000 terminaisons nerveuses. Et le nerf pudendal remonte à partir du petit bassin jusqu'à la moelle épinière. Problème ? Les blessés médulaires, les femmes qui ont une section médulaire n'ont plus de sensibilité à partir de cette zone, donc elles ne peuvent plus avoir de plaisir, elles ne peuvent plus avoir d'orgasme. Ah, y a des nanas qui ont dit, si, moi j'ai quand même du plaisir. Et là, ça remet en cause certaines théories. Donc il y a Barry Komisaruk qui a mis ces femmes dans une IRM et qui a montré en fait qu'elles avaient une autre conduction du plaisir, différente, qui passait en fait par l'orgasme cervical autour du col, véhiculé par le nerf vague, le pneumogastrique, qui ne passe pas par la moelle épinière, qui est la paire crânienne numéro 10, et qui descend, donc on ne connaît pas bien la fin anatomique, et qui en fait serait sur le col. Et ouais, on l'a vu, en consultation gynéco, les femmes, quand vous voulez leur mettre un stérilet, vous mettez une pince de Pozzi sur le col. Pince de Pozzi, des pieux. Sur le col. Ça va, madame? Oui, oui. Bon, ok. Essayez de mettre ça sur le bras, sur l'oreille, sur le nez, vous n'allez pas aimer. Okay, et puis là, vous commencez à bouger un petit peu la pince pour essayer de monter le dilatateur. Et là, la femme fait « Oh là là, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et elle fait le grand malaise vagal avec 6-3 de tension. D'accord ? Donc il y a réellement une innervation vagale sur le col. Et chez ces femmes paraplégiques, il y a une réelle sensibilité et elles décrivent un orgasme. Et Komisaruk les a mis dans une IRM et il a montré que vraiment ça allumait le territoire du nerf vague. Donc, si on revient juste sur le clitoris, intéressant, donc Komisaruk a montré des zones particulièrement proches sur le clitoris, le col et le vagin. Et si on regarde l'homunculus de Penfield, donc ça, c'est toutes les zones sensibles réparties sur le cortex avec plus ou moins grand en fonction de la sensibilité. Vous voyez, hop, toutes les parties du corps. Et on arrive ici dans l'aire médiane. On a le clitoris, le col, le vagin et les seins. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui peuvent obtenir des orgasmes par la stimulation du téton. Intéressant aussi, il a montré qu'on pouvait activer les zones de l'orgasme par l'imagination. Et on peut même les activer plus fortes. Donc quand il a demandé aux femmes de se stimuler, il y avait ça allumait certaines zones. Et quand il leur a demandé d'imaginer la stimulation, ça allumait les mêmes zones par d'autres vecteurs. J'ai pas retrouvé le documentaire, mais j'ai vu une femme dans une IRM s'auto-déclencher des orgasmes psychiquement. Elle est allongée, elle ne se stimule pas, elle fait maintenant, et dans l'IRM, on voit les zones de l'orgasme qui s'allument. Donc elle ne peut pas tricher, mais ça marche à tous les coups, et elle se déclenche comme elle veut, autant qu'elle veut. On peut obtenir des orgasmes sans stimulation sexuelle, puisqu'on les a aussi dans les rêves. D'accord ? On est capable d'orgasmer dans les rêves. Donc comment ça marche au niveau cérébral ? Il y a une somme de stimulation sensitive qui va arriver par la moelle épinière. Ça va passer par le thalamus, le système limbique, et ça va aller jusqu'aux aires corticales et sous-corticales, et notamment les territoires de récompense et de plaisir. Je vous l'ai fait simple, parce que sinon c'est beaucoup plus complexe avec des vecteurs qui vont dans tous les sens. Et l'idée importante qu'il y a dans le cerveau aujourd'hui, c'est la notion de lâcher prise. Dans le cortex orbitofrontal, juste ici, il y a une zone qui est la zone du quand dira-t-on. Et cette zone, quand elle est activée, ça inhibe tout le reste. Et pour pouvoir avoir du plaisir et avoir un orgasme, il faut être capable de désactiver cette zone, il faut être capable de lâcher prise. D'accord ? Et ça, c'est beaucoup plus facile pour les mecs avec l'imprégnation en testostérone que pour les femmes qui n'ont pas cette même
construction cérébrale, d'une part, et qui n'ont pas la même importance sur la sexualité, d'autre part, que les hommes. Lorsque tu essaies de tout contrôler, tu ne profites d'aucun moment, détends-toi, respire, lâche prise, vis et jouis. Donc, cette stimulation cérébrale va sécréter plein d'hormones. Va y avoir un cocktail hormonal, et notamment l'ocytocine. Tiens, c'est l'hormone de l'accouchement, c'est l'hormone de l'allaitement, mais c'est aussi l'hormone du plaisir sexuel, qui est l'hormone de l'attachement. La phényléthylamine qui a un effet euphorisant et un effet de bien-être. La dopamine qui est l'hormone de la dépendance et de la motivation. C'est parce que c'est bon, parce que c'est agréable, parce qu'on a eu de la dopamine qu'on a envie d'y retourner. La sérotonine qui est l'hormone du bien-être. Et bien sûr les endorphines qui sont l'hormone du plaisir, du bien-être, de la détente. D'accord ? Donc on va rechercher ce cocktail hormonal quand on décide d'initier un rapport sexuel. Bon, bah, l'orgasme a eu lieu dans la tête, mais qu'est-ce qui se passe au niveau génital ? Eh bien, en fait, ça va se traduire par des contractions du plancher pelvien. Les contractions, il y en a 3 à 15, toutes les 8 secondes, et puis ça s'espace progressivement. Ça peut durer 20 secondes, et parfois beaucoup plus. Il n'y a pas de période réfractaire, et c'est capable de repartir assez rapidement chez la femme, qui peut avoir des orgasmes multiples. Je ne l'ai pas mis. Pourquoi l'orgasme ? À quoi ça sert l'orgasme ? Alors ça, c'est une grande question. Chez l'homme, bien sûr, ça a un aspect anthropologique fort. C'est parce que c'est agréable que l'homme y retourne. C'est concomitant de l'éjaculation. Donc il faut bien distinguer chez l'homme. Chez la femme, c'est moins distinct, mais bien comprendre que orgasme, éjaculation et jouissance, c'est 3 choses différentes. L'éjaculation, c'est l'émission de sperme. On peut l'avoir sans orgasme. Ça arrive. On peut également avoir des orgasmes sans éjaculation. Ça arrive, et la jouissance, c'est en fait la perception de ce plaisir. Et on peut avoir des éjaculations et des orgasmes, mais ils vont être ressentis de différentes manières en fonction du contexte. Quand l'homme se masturbe tout seul devant son ordinateur, eh ben, ce n'est pas la même chose que quand il fait l'amour avec sa partenaire, mais pourtant, neurobiologiquement, c'est la même chose. Pourquoi je vous disais ça ? Tac, 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 chez la femme. Le rôle de l'orgasme chez la femme, bah, on ne sait pas bien. En fait, dans le développement des animaux, il y a certaines espèces, c'est le plaisir sexuel, enfin le plaisir, c'est l'acte sexuel qui va déclencher l'ovulation et les contractions du périnée qui vont faire remonter les spermatozoïdes et, avec l'ovulation induite, favoriser la fécondation et la reproduction. Donc là, ces mécanismes périnéaux avaient une fonction. Aujourd'hui, chez la femme et chez les primates évolués, il n'y a plus d'induction de l'ovulation par le rapport sexuel et on peut très bien tomber enceinte sans avoir eu d'orgasme. La contractilité du plancher pelvien n'est pas très importante. D'accord ? Donc pourquoi c'est resté ? Très certainement pour un rôle d'affectif, pour un rôle de lien avec le partenaire, et puis pour avoir envie d'y retourner, parce que si c'était si désagréable que ça, l'espèce, elle se serait éteinte. Chez la femme, il peut y avoir plusieurs orgasmes, donc des orgasmes multiples à répétition. Dans l'étude que j'ai faite sur les femmes fontaines, je me suis intéressé sur le vécu de ces femmes. Certaines me disaient qu'elles pouvaient avoir plusieurs orgasmes, mais elles décrivaient dans des après-midi, des soirées, des 20, 30, 40, 50, 70 orgasmes volontaires et très épanouissants. D'accord ? Bon, quand certaines ont du mal à en avoir un, c'est vrai que... Voilà. Et puis, bien sûr, c'est des orgasmes qui sont variables en ressenti. Ce n'est pas la même couleur d'orgasme quand c'est une stimulation clitoridienne externe directe que quand c'est une pénétration, que quand c'est un orgasme anal ou autre. La femme n'a pas de période réfractaire et elle est capable d'enchaîner les orgasmes. Toujours en discutant avec ces jeunes femmes qui ont participé à l'étude, certaines me disaient qu'elles sont capables d'avoir un orgasme et d'être fontaine en 10 secondes. D'accord ? Donc la notion de préliminaire, quand elles arrivent motivées, excitées, qu'elles se connaissent, elles sont capables d'aller très vite. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'après, chez certaines, il y a une mise en condition qui est nécessaire. C'est des cas particuliers, mais encore une fois, c'est possible. Donc quelques chiffres. La vie sexuelle, c'est important ? Oui, pour 71% des femmes. Donc pas toutes, hein. D'accord ? Pour 30%, c'est pas grave, c'est pas important, on peut très bien vivre ça. Est-ce qu'elles sont satisfaites ?
qu'à 60%. D'accord ? Il y a quand même 40% des femmes qui ne se disent pas satisfaites de leur vie sexuelle au jour d'aujourd'hui, suite à diverses dysfonctions. Et puis bien sûr, ça évolue plutôt décrescendo avec l'âge. Sur une année, ça c'est une grosse étude américaine qui a été faite, 66% des femmes disent avoir eu un orgasme dans l'année, alors que c'est 95% des hommes. 30% de différence. Intéressant quand même. 30% de différence. Si on s'intéresse maintenant aux femmes lesbiennes, on est à 85%. 86% des lesbiennes ont toujours habituellement un orgasme dans l'année. Là, on se rapproche plus d'une sexualité masculine. Alors, on a cherché à savoir pourquoi. Alors, les mauvaises langues... Les mauvaises langues diront que les femmes ont une meilleure connaissance de l'anatomie de leur partenaire. D'autres diront qu'elles utilisent des sextoys. Et les sextoys aujourd'hui n'ont plus la connotation phallique qu'il y avait avant et sont rudement mieux profilés pour stimuler le clitoris, pour stimuler le point G, avec une très haute fréquence que, même avec la meilleure volonté du monde, on peut difficilement obtenir autrement. Mais surtout, ce qui a avancé, c'est qu'il y a une moindre pression de la pénétration. C'est que quand il y a deux femmes qui sont ensemble, elles ne pensent pas forcément à aller à la pénétration. Alors que quand il y a un homme, les préliminaires, c'est bien, c'est sympa, mais comme c'est marqué dans le nom, c'est des préliminaires pour aller à la pénétration. Et la pénétration, ce n'est pas forcément le summum pour les femmes. Sur cette même année, 78% des femmes ont une pénétration vaginale. 63% ont un cunnilingus et seulement 40% ont une stimulation digitale du clitoris. Et quand on sait aujourd'hui que c'est communément admis que seulement 20 à 30% des femmes arrivent à avoir un orgasme par une pénétration vaginale exclusive, c'est quand même dommage de négliger le clitoris. Donc aujourd'hui, la sexualité féminine est beaucoup moins mystérieuse que ce qu'on veut bien le raconter. D'accord ? La sexualité masculine n'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on veut bien le dire non plus. Ce n'est pas juste un tuyau sur lequel il faut tirer. Mais aujourd'hui, le concept de bon coup masculin est dépassé. D'accord ? Aujourd'hui, la femme, ce n'est pas juste quelqu'un qui va recevoir le plaisir que veut bien lui donner son partenaire. Vous pouvez prendre l'homme, le mieux du monde, super physiquement, super bien équipé, qui est capable de faire tout le Kama Sutra dans toutes les positions pendant plus d'1 heure. Si la nana, elle n'y est pas, il ne se passera rien. D'accord ? À l'inverse, vous pouvez prendre un homme qui est peut-être un petit peu moins à l'aise, un petit peu moins confiant, mais une nana qui se connaît bien, bon, elle va le laisser un petit peu s'agiter dans tous les sens, et puis à un moment, elle va lui dire « Attends, 2 secondes », hop, elle va prendre place, et elle va mettre 3 coups de bassin, et là, elle va être capable d'avoir son orgasme. Donc, l'importance de se connaître, de bien se connaître, de connaître son anatomie, de savoir comment ça marche, de savoir comment elle marche, parce qu'il n'y a pas de recette magique, mais il y a quand même une petite mécanique qui est propre à chacun et à chacune. L'importance du lâcher-prise, je vous l'ai dit, c'est impossible. On peut avoir les meilleures stimulations du monde. Tant qu'il y a le verrou, qu'on n'a pas la tête à ça, qu'on est en train de penser à autre chose et qu'on n'est pas capable de désactiver le quand dira-t-on, ça ne marchera pas. Et puis, ce qui peut être pas mal aussi, c'est la bienveillance du partenaire. D'accord ? Quand on a un partenaire qui porte de l'intérêt à sa compagne, pour qui le plaisir sexuel est important, ça marche mieux parce qu'il va être à son écoute et puis il va s'adapter et il va comprendre que la mécanique sexuelle de l'homme n'est pas la même que celle de la femme et qu'il faut alterner, que ça va une fois dans le sens de la femme et une fois dans le sens de l'homme, ou même mieux plusieurs fois dans le sens de la femme puisqu'elle est capable d'avoir des orgasmes multiples. Et puis, malheureusement, quand il ira dans le sens de l'homme, il y aura l'éjaculation, son plaisir et une période réfractaire qui, de manière arbitraire, je ne sais pas qui a dit ça, mais signe la fin du rapport sexuel. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté pour ce petit topo. Si on a le temps tout à l'heure, je vous reparlerai des femmes fontaines. C'est notre 2e soirée sexo. Et en fait, cette soirée est donc organisée par l'Association médicale de Nouvelle-Calédonie, fait en collaboration avec Solidarité Sida INSEE. Et qui fait d'ailleurs cette année, on est dans notre 20e année d'existence. Et je voudrais remercier Magali et Déborah de leur précieuse collaboration parce que sans elles, les choses ne pourraient pas se faire. Notre objectif, en fait, c'est réellement un partage avec vous d'une pratique qui n'est pas très fréquente en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, depuis l'année dernière, de vous offrir en fait des soirées thématique et donc Samuel vous a fait une superbe présentation
sur l'aspect féminin et on va continuer encore avec des outils et un cas clinique que je vais vous présenter. On veut une soirée plutôt, comment dirais-je, didactique. C'est pour ça qu'en fait, moi, je vais me permettre de vous expliquer une situation, un cas clinique. Donc, c'est du pratico-pratique. Et je vais vous parler du vaginisme, mais pas que je sois spécialiste dans le domaine. C'est pas du tout ça. Mais j'ai eu l'occasion, en consultation, d'avoir 3 situations de manière un peu rapprochée et qui m'a fait penser que ça pourrait vous intéresser et j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, donc pour ce soir, en fait, moi, je vais vous parler du vaginisme. Alors, en ce qui concerne un petit rappel par rapport à l'année dernière, j'avais fait un petit topo sur l'évaluation en sexologie. Et en fait, dans l'évaluation d'une situation, à chaque fois, c'est pour rappel, on aborde en fait l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect relationnel et l'aspect sexuel. Je ne vais pas vous le refaire, mais c'est juste pour mémoire. Le deuxième outil qu'on utilise, c'est cette fameuse boucle réflexe qui, en fait, lors d'une dysfonction sexuelle, il y a bien entendu des conséquences, pour lesquelles en fait, il y a une consultation, mais il y a surtout, c'est basé par des facteurs déclenchants, des facteurs favorisants, et puis il y a aussi le rôle du symptôme. Le troisième outil, Samuel vous l'a expliqué, la réponse sexuelle chez l'homme et chez la femme, elle est différente. Et il s'agit en fait de connaître cette réponse sexuelle pour comprendre ce qui se joue et parfois un peu détruire les désaccords et peut-être se réaccorder, se harmoniser dans les relations sexuelles entre les hommes et les femmes. Donc on en avait parlé aussi l'année dernière. Et pour finir, dans les outils pratico-pratiques qu'on avait évoqués l'année dernière, c'était l'exploration de la souffrance et de la demande. En fait, on va toujours aller chercher ce qui se joue dans la souffrance et qui en bénéficie et qui en souffre et quelle est la demande en fait de la consultation quand on a quelqu'un qui vient consulter pour une problématique, pour un dysfonctionnement sexuel. Alors, la description du cas clinique, alors voilà, c'est Marie, c'est pas son vrai prénom, vous en doutez, en fait, qui a 57 ans, mariée depuis 36 ans et elle a un fils de 25 ans. Démarche personnelle, elle consulte un sexologue. Elle a appris qu'à Solidarité Sida, il y avait des consultations. D'ailleurs, je fais une aparté. Si vous voulez contacter pour un rendez-vous pour un de vos patients, Solidarité Sida 24 15 17, vous avez des petites cartes au fond. Et il y a aussi la consultation en fait, au CHT, au Medipôle, là où travaille Samuel, en fait, dans le service de gynécologie, en consultation de gynécologie. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc du coup, cette patiente, cette dame donc, vient dans une démarche personnelle. Elle est suivie par un gynécologue et par un psychiatre. Le gynécologue a pratiqué un examen clinique normal, donc pas d'anomalie. Parmi ses antécédents, donc elle est ménopausée et elle a souffert d'un fibrome qui a été opéré en 2000 et elle souffre d'une dépression également depuis les années 2000. Ses traitements en cours, antidépresseurs pour des angoisses généralisées et des ovules vaginaux pour la sécheresse, tout simplement. Au niveau de sa vie maritale, elle a peu d'activité avec son époux. Ils ont quand même 36 ans de mariage. L'évaluation sexologique pure, en fait, le problème existe depuis 8 ans. Sa plainte, des douleurs lors des rapports sexuels, pénétration vaginale, et même avant. Quand je dis même avant, ça veut dire même avant d'être pénétré. Ce qui veut dire que, donc si on se pose la question de est-ce que c'est un problème sexologique, eh bien, les réponses sont le problème qu'elle ressent, les douleurs qu'elle ressent sont liées à la pénétration et sont même liées à l'idée de la pénétration. Donc c'est vous dire en fait la souffrance qu'elle vit dans sa vie maritale et dans tout ce qu'elle ressent. De ce fait, des signes sont accompagnants de type hyperventilation, angoisse, parfois même avec un sentiment d'étouffement. Donc vous imaginez que le rapport sexuel, c'est complètement contre-productif, puisque le rapport sexuel étant dans un objectif de plaisir, là, c'est tout à fait terrible pour elle. Alors elle, bien entendu, au fur et à mesure du temps, ça fait 8 ans que ça dure, elle modifie son comportement. Et elle dit, ben, effectivement, ça me conduit à éviter les rapports sexuels avec mon époux. Et puis elle me dit, moi, je ne me sens plus femme, je ressens une grande dévalorisation, elle se dit qu'elle n'est pas normale. Alors là, on a réellement un problème sexologique de type secondaire.
Au niveau du fonctionnement, donc toujours l'évaluation sexologique, ça fait partie de l'entretien, elle dit avoir 1 à 2 rapports par mois depuis 8 ans à cause de ses douleurs. Donc vous avez vu qu'elle a largement réduit son rythme, et avant, ils avaient donc 1 à 2 rapports par semaine. Bien entendu, ça conduit à la satisfaction de madame, puisqu'elle souffre et qu'elle n'a pas très envie, et monsieur également qui se voit recevoir des non de la part de son épouse. Si on ne parle que d'elle, puisque c'est elle que j'ai en consultation, monsieur n'est jamais venu en consultation, il n'a pas souhaité participer à cette prise en charge, même si c'est, comme vous l'avez compris, en fait c'est intéressant quand même de voir les époux, enfin les partenaires en tout cas. Eh bien, elle dit pas de masturbation. Les préliminaires qu'elle reçoit et qu'elle donne en fait sont souvent pauvres et brefs, peu de caresses. Elle ne se laisse pas vraiment aller. Au niveau des habiletés érotiques, je les qualifierais de pauvres puisque les habiletés, donc c'est la sensualité, l'expression des sentiments, des ressentis, l'expression de l'amour, l'expression avec le corps, ça, elle n'en joue pas. C'est pas son truc, elle ne sait pas faire, elle n'est qu'à sa douleur et qu'à son appréhension. Son imaginaire érotique, comme vous l'a dit Samuel tout à l'heure, qui fait quand même partie des choses qui peuvent déclencher du plaisir et des orgasmes, elle n'a pas de rêve, pas de fantasme. Elle n'a pas de modèle porno. Peut-être c'est dû au fait qu'en fait avec son mari ils ne partagent pas, mais en tout cas bon, c'est pas un modèle qui aurait pu l'aider peut-être à se détendre. Au niveau de l'assertivité, juste ce qu'il faut. Elle est féminine, elle est habillée jolie comme une femme, elle est charmante, mais pas plus. C'est juste ce qu'il faut pour ressembler à une femme. Elle n'est pas démonstrative au niveau féminin. Le désir, qui n'est pas toujours au rendez-vous, elle se laisse quand même aborder le plus souvent par son époux, mais ce n'est pas elle qui demande, jamais. L'excitation, elle préfère les caresses directes sur le sexe, elle lubrifie correctement, et elle met la crème prescrite par son gynéco qui la rassure, parce qu'en fait c'est quelque chose qui lui permet d'avoir un outil pour se dire que ça va mieux se passer. Et quant aux orgasmes, elle en a quelquefois. Alors, les facteurs... Donc le couple et les représentations, les facteurs favorisants de ce problématique, en fait, au niveau de son couple, elle se dit déçue de son époux, il semble ne pas trop se préoccuper d'elle, il est peu demandeur. Et par contre, il sait ne pas insister, ce qui la rassure, et qui l'inquiète aussi, parce que du coup, elle se dit, peut-être qu'avec mon histoire de douleur, il m'aime moins. À cela s'ajoute une conjugopathie au fil du temps, qui les a conduits à vivre séparément la semaine et à se rejoindre en fait le week-end. Alors quant à ses représentations et ses croyances, qui jouent beaucoup en fait dans son état douloureux, quand elle me parle de son homme, elle dit en fait, quand elle parle des hommes, elle dit être un homme, il règle les problèmes, c'est un chef de famille, c'est quelqu'un d'affectueux, c'est un homme qui partage, enfin c'est quelqu'un qui partage, qui communique sur la vie commune, qui demande des relations sexuelles. Son époux, donc ça c'était les hommes en général selon sa représentation, son époux, il est plus ou moins tout ça, dit-elle, mais quand même elle est déçue parce qu'il est peu entreprenant, peu affectueux et peu sexuel. Alors être une femme, c'est quoi pour vous ? Être capable de faire plaisir à son mari, pouvoir se faire pénétrer et être organisée. Actuellement, elle se sent coupable de ne pas parvenir à avoir de rapports sexuels pénétrants avec son époux. Alors, on va chercher, vous avez vu, en fait, on va chercher quand même des tas de facteurs favorisants, précipitants, etc., fondamentaux. Donc son enfance, une mère violente qui lui a créé des peurs, et une grande fragilité, un père sévère, peu présent, mais aimant. Elle a vécu cependant 16 ans de harcèlement sexuel, sans acte de pénétration, à son travail, par son patron. Elle n'a pas quitté son travail, elle a tenu 16 ans d'affilée. Et à cela s'ajoute un silence total sur cette souffrance. Elle n'en a pas parlé à son époux, jamais, et son entourage encore moins, et donc ce qui l'a plongée dans une grande solitude et un sentiment bien marqué de honte, en fait, de ne pas se sentir normale, de ne pas se sentir femme, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle a même souhaité la mort de son patron, de ce patron, et en fait, fruit du hasard, il meurt d'une crise cardiaque sur son lieu de travail. Et vous imaginez bien que cette dame,
à développer une furieuse culpabilité. Tu veux que je prenne ça? À développer une furieuse culpabilité. Vous m'entendez mieux avec ça? Vous m'entendez bien? Ok, merci. De l'anxiété. Après s'installe au fur et à mesure, jusqu'à ne plus pouvoir supporter les pénétrations sexuelles. Donc vous voyez qu'en fait, une vie sexuelle, ma foi, assez classique, un événement de vie pour lequel elle tient le coup, cet homme meurt et le symptôme s'installe ensuite. Donc c'était quand même très compliqué. Alors, le rôle du symptôme, lié totalement à la culpabilité, elle a donc une fermeture inconsciente du corps qui s'est installée, et donc vaginisme partiel secondaire. Alors, vaginisme partiel et secondaire, parce que l'examen gynécologique est possible, hein, vous avez entendu au niveau de l'histoire, le gynécologue, examen normal, pas d'anomalie, enfin pas de choses particulières, pas de douleur déclenchée à l'examen clinique, et elle a quand même des pénétrations parfois possibles, avec des douleurs, mais des pénétrations possibles, et des orgasmes aussi. La motivation de sa démarche, elle est quand même venue, donc, en étant suivie par ses différents professionnels, parce qu'elle voulait comprendre ce qui se passait. Elle n'arrivait pas à trouver du sens à ce qui se passait. Elle avait le souhait de diminuer son anxiété et sa culpabilité. Elle voulait à nouveau se sentir femme, même si elle l'était réellement dans les faits et dans son assertivité. Et elle voulait pouvoir avoir des rapports sans douleur. Donc elle avait quand même des objectifs qui étaient assez importants, et elle venait donc trouver des pistes et des solutions auprès de notre consultation. Alors, à la lumière de ce cas, je ne vous parle pas de l'aspect thérapeutique, on l'abordera tout à l'heure. Le vaginisme, c'est en fait une dysfonction sexuelle qui n'est pas si rare que ça. Elle est souvent d'ailleurs méconnue. Sa psychopathologie concerne autant la femme que son partenaire. Vous avez quand même remarqué que le partenaire, il est peu actif, peu entreprenant, peu sexuel. Et la bonne nouvelle, c'est que par une prise en charge psychocomportementale simple, la guérison est quasiment assurée. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour ces femmes qui en souffrent. Sa prévalence dans la littérature, je vous fais référence juste à un article qui date de 2012. En fait, c'est entre 5 et 17% selon cette étude, ce qui n'est pas négligeable. Alors la description. C'est une contraction involontaire des muscles releveurs de l'anus, en particulier des faisceaux périvaginaux, des faisceaux périvaginaux, et en fait qui enserre la partie basse du vagin et qui peut même conduire à l'occlusion du vagin et de l'anus. Et donc vous pouvez voir qu'en fait ici, les muscles, donc il y a le pubococcygien ici, l'iliococcygien et le coccygien, en fait toute cette partie périnéale est très musclée. Donc effectivement, ça c'est la source, en fait, et c'est bien une contraction involontaire. Dans le vaginisme, en fait, il est souvent associé des signes comme l'adduction des cuisses, donc les cuisses se referment, et une augmentation du tonus musculaire global. Donc c'est vraiment pas une sensation très, comment dirais-je, sereine et reposante. Bien entendu, comme elle le décrivait dans la consultation, en fait, des signes comportementaux en fait, d'angoisse. Le vaginisme, en fait, c'est un évitement sexuel. Donc on a dit que c'était en fait une contraction réflexe du périnée, involontaire, souvent incontrôlable, et qui empêche la pénétration vaginale, même parfois jusqu'à empêcher un doigt de rentrer, voire même un tampon. Et vous voyez ici sur ce schéma, j'ai un problème avec les boutons, pardon. Ici, vous voyez en fait l'enserrement en fait, de la partie basse du vagin, alors que naturellement, le vagin est une cavité virtuelle détendue. Là, vous avez signifié sur ce schéma donc les muscles que je vous ai décrits tout à l'heure. Ici, l'orifice vaginal, et c'est la verge. Donc là, on a une pénétration vaginale simple avec la détente en fait, des parties musclées. Il y a deux types de vaginisme, le primaire et le secondaire. Alors, de façon classique, le primaire apparaît au début de la vie sexuelle de la femme, si la pénétration s'est avérée impossible ou difficile, et ça représente le cas le plus fréquent. Et ça fait partie des situations de mariage non consommé.
Le vaginisme secondaire, donc comme vous l'avez vu dans le cas que je vous ai présenté, il apparaît après une vie sexuelle satisfaisante et sans problème particulier pour certaines. Et après, il y a effectivement tout un basement d'étiologie que je vous décrirai tout à l'heure de façon brève. Les degrés de vaginisme, parce que tout est compliqué. Si cette femme a pu avoir un examen clinique gynéco normal, des rapports normaux, et au fur et à mesure son corps s'est refermé, il demeure qu'il y a des formes qui sont, ma foi, assez complexes. Donc il y a 5 grades. Donc le premier, c'est spasme des releveurs qui disparaît en rassurant la patiente. Il suffit qu'elle se détende, qu'elle respire tranquillement, qu'elle se fixe sur autre chose que son propre corps. Il faut une décentralisation en fait de l'attention portée. Le grade 2, c'est spasme des releveurs persistants lors des examens. Le 3, c'est avec contraction des fesses qui empêche toute tentative d'examen clinique. Le 4e, c'est en plus de ça, il y a une réaction du corps, donc une contraction dorsale en arc, une adduction des cuisses, mouvement de défense, rétraction des membres inférieurs. Donc elle s'échappe. Elle a vraiment, la peur s'empare. Et le grade X0, il y a en plus des manifestations végétatives, refus d'examen, voire même malaise vagal. Donc vous voyez, il y a des situations qui sont plus ou moins complexes. Alors, en ce qui concerne la sexualité, la séquence érotique reste intacte. Vous avez vu tout à l'heure, au niveau du désir, de l'excitation, l'orgasme, en fait, de cette patiente, c'est possible. Même si dans les faits, techniquement, il y a des problématiques, elle est dedans. La sexualité peut être satisfaisante aussi hors pénétration. Effectivement, dès qu'on s'éloigne de la sphère génitale, le problème, en fait, n'est plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la première cause de mariage non consommé. Alors, en ce qui concerne les étiologies, de façon très classique, il y a des vaginismes qui découlent en fait de dysparunie initiale. Dysparunie. Il y a des causes gynécologiques, donc des traumatismes, des chirurgies, des avortements, des infections. Il peut y avoir aussi des causes anatomiques, des malformations de l'hymen, l'hypoplasie vaginale. Il y a aussi le syndrome de Rokitansky. Moi, je n'en ai jamais vu. Et des causes digestives, maladie de Crohn. Dans les étiologies psychologiques, où il n'y a bien entendu rien au niveau somatique, rien au niveau physique, ça peut être la peur du premier rapport sexuel. Il y a eu du sang, de la douleur, tout ça, ça a créé des peurs. Il peut y avoir des associations de peurs aussi, des peurs de la pénétration, des peurs des infections, des peurs de la grossesse, des peurs de l'accouchement. Il peut y avoir tout simplement des déficits d'information, défaut de construction de l'image mentale du vagin, méconnaissance de son anatomie, une vision péjorative du sexe aussi, de par l'éducation, de par la famille, de par le manque d'information encore, de par la peur de la mère, qui est une peur transmise, ou des mises en garde. Il peut y avoir aussi une éducation stricte et des convictions religieuses culpabilisantes. Et on peut imaginer que la liste peut s'allonger et vous pourriez peut-être en mettre d'autres si vous avez eu des situations similaires en fait. Alors, au niveau étiologie circonstancielle, il peut y avoir des traumatismes psychosexuels tels que viol, rapport sexuel effectué sous contrainte, sous intimidation, exhibition, porno. Mais on s'est aperçu qu'en fait, les femmes qui ont vécu ce genre de traumatisme n'ont pas plus de vaginisme que les autres femmes. Donc ça peut faire partie de l'histoire, mais ça n'est pas directement lié. Il peut y avoir aussi des réactions de protection contre quelque chose qui est perçu comme menaçant. Donc du coup, il y a lieu de ne pas pratiquer. Au niveau des étiologies psychopathologiques, en fait, il y a des symptômes de conversion. Les psychiatres pourraient en parler, association à d'autres termes phobiques. Peut y avoir aussi des dépressions, anorexie associées. Donc le vaginisme, en fait, il y a surtout de l'angoisse, pas systématiquement de la dépression, mais ça peut faire partie des antécédents, comme Marie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans les facteurs psychologiques, donc oui, effectivement, des taux d'anxiété significativement plus élevés, mais pas forcément la dépression. Et par contre, il y a des traits de personnalité, en fait, une focalisation excessive sur soi. Et je vous le disais tout à l'heure, en fait, le fait qu'on soit concentré sur soi et qu'il y ait une espèce de tension générale, il n'y a pas lieu de lâcher prise. Et elle n'arrive pas donc à libérer ses muscles. Et c'est un travail que l'on peut faire, c'est une des pistes thérapeutiques, en fait, de les faire se décentrer d'elles-mêmes.
Donc ils sont parfois cités aussi des phobies sociales, des idées paranoïaques, des somatisations, agressivité. Donc vous voyez qu'il y a plein d'étiologies à cette dysfonction sexuelle qui est le vaginisme. Dans les facteurs prédisposants, souvenez-vous la boucle réflexe, il y a des facteurs favorisants, prédisposants. L'insuffisance de communication dans le couple, qui est souvent source de malentendus et de non-dits, et il peut y avoir après cette conséquence-là, des conflits larvés pouvant s'exprimer dans la sexualité. Des facteurs aggravants, frustration sexuelle de la partenaire, l'évitement des relations sexuelles par l'homme, qui effectivement commence à conduire à s'en désintéresser, et puis bien entendu la conjugopathie, de par les échecs ou la crainte des échecs, mais d'autres raisons également. Quand ça va mal à la maison, c'est plus compliqué. Le partenaire, je vous disais, en fait, ce n'est pas un hasard qu'elle soit auprès d'un homme qui soit peu entreprenant, peu sexuel. Et en fait, on décrit souvent des partenaires avec des dysfonctions sexuelles, des éjaculations précoces. Il peut y avoir aussi un homme avec une éducation rigide, une homosexualité latente, c'est pas si rare que ça, un désintérêt pour la sexualité. Et souvent, on décrit ces hommes doux, timides et donc effectivement peu pénétrants et même parfois maladroits. Alors, par rapport à la population générale, en fait, il faut remarquer que les vaginiques, en fait, ont une plus faible estime d'elles-mêmes. Elles ont, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les habilités érotiques, elles sont pas très. Il n'y a pas trop de recherches, il y a peu de scénarios imaginaires sexuels positifs. On décrit aussi des personnalités hystériques. Et il y a, bien entendu, et comme le cas de la patiente, en fait, moins de masturbation, voire pas de masturbation du tout, et des désirs, enfin un désir sexuel hypoactif. Donc les choses se conjuguent. Donc il y a une dysfonction qui est basée par d'autres dysfonctions. Alors au niveau thérapeutique, il y a deux facteurs qui sont très importants. Ça, c'est à la lumière de ma pratique. C'est la notion de confiance, de pouvoir s'installer, parce que ça crée l'alliance thérapeutique, bien entendu, et puis la motivation de la patiente. Mais c'est dans tous les cas, en fait, sexologiques qu'on a pu rencontrer. Martine pourrait le partager avec vous aussi. C'est si le consultant vient chercher quelque chose de magique, ça ne va pas marcher. Si par contre, le consultant ou la consultante vient avec une vraie démarche de comprendre et d'avoir envie de s'y mettre, ben ça marche. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Alors, l'évaluation doit interroger le sens du symptôme, ça vous l'avez compris, c'est quand même une chose sur laquelle il faut s'arrêter. La participation du couple est essentielle. Dans le cas que je vous ai cité, ben, le monsieur n'est jamais venu, il considère que ce n'est pas son problème, que lui, ça lui va comme ça. Voilà. Il a certainement, donc, de son côté, d'autres problématiques sexuelles, ce que j'imagine. Et puis voilà. Trouver les différents facteurs qui sont des leviers. En effet, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va rentrer dans la démarche thérapeutique? Et bien entendu, de façon systématique, 3 étapes essentielles dans l'approche des situations et de ce cas-là précisément. L'information, l'éducation, le déconditionnement avec différents supports et puis les outils psychothérapeutiques. Donc, à la lumière de ce que je vous ai dit, il y a par exemple l'approche psychocorporelle comme l'hypnose et la sophrologie qui permettent en fait un état modifié de conscience. C'est dommage que notre sophrologue ne soit pas là. Elle n'est pas venue. Parce que j'ai partagé en fait cette situation avec une sophrologue qui a permis d'accompagner la patiente vers sa forme de guérison. Donc l'hypnose et la sophrologie permettent un état de conscience modifié qui favorise le lâcher-prise. Vous le savez tous, mais bon, je vous le dis quand même, parce que ça fait partie des outils majeurs dans la situation du vaginisme. Et l'idée chez les vaginiques aussi, c'est de retisser le lien avec les sensations du corps, retrouver les sensations, le sentir, le toucher, en fait tous les sens, la sensualité, l'érotisme, c'est du travail à faire. Vous avez vu qu'en fait il y avait une pauvreté en fait d'approche érotique et donc on le retravaille avec ces patientes-là. Il y a des exercices de découverte de l'anatomie féminine, voire même avec des dilatations progressives. Je vous montre les dilatateurs en fait. Ça permet à la patiente progressivement de se réapproprier son corps en utilisant des dilatateurs de taille progressive, tranquillement, à son rythme. Et c'est elle qui gère en fait le rythme de ces dilatations.
Quand je dis exercice de découverte de l'anatomie féminine, en fait, dans le vaginisme, de façon très marquée, le plus souvent, ce n'est pas systématique, mais le plus souvent, la femme a l'idée que son sexe est beaucoup plus petit que le sexe de l'homme, en tout cas qu'il ne va pas rentrer, qu'il est trop gros et que ça va forcément lui faire du mal. Donc après, il y a une distorsion en fait, de la représentation du sexe qui fait que la femme s'accroît dans son angoisse et dans ses douleurs et son refus d'avoir des rapports sexuels avec pénétration. Il y a des approches médicamenteuses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'exercice de biofeedback, il y a des sages-femmes dans la salle, vous savez faire ça. Ça fait partie des pistes thérapeutiques extrêmement importantes. Mais bien entendu, en fait, on travaille avec toutes les parties musclées du périnée et c'est capital. Donc l'approche médicamenteuse par toxine botulique, le botox qui va décontracter en fait les muscles qui entourent l'orifice du vagin. Ça, c'est dans les formes très très prononcées. On va parler du grade de X0 où on va utiliser ça, mais ce n'est pas systématique. Il y a des approches homéopathiques, mais je ne vous parlerai pas de ça parce que je n'ai pas de compétences en homéopathie et qui sera donc adapté selon les répertoires que connaissent bien les homéopathes psychiques et somatiques des patientes. Il y a l'acupuncture aussi qui peut participer à la guérison au bien-être, en tout cas à l'accompagnement vers la guérison. Et puis il y a aussi le MDR, que vous connaissez aussi, qui a été inventé en 1989 par Francine Shapiro, et qui permet, dans ce cas-là, en fait, c'était une option qu'elle n'a pas souhaité suivre, mais ça aurait pu être un des outils thérapeutiques pour l'accompagner. Alors, dans notre histoire, je reviens à Marie, ma prise en charge sexologique s'est découpée en 7 séances. Dans les 7 séances, en fait, il s'agit de façon simple de mettre un mot sur son problème. Et le fait de prononcer le mot de vaginisme en disant « Madame, vous souffrez de vaginisme », ça a été extrêmement important. Parce que, en fait, ce mot n'avait jamais été prononcé et elle avait du mal, en fait, à comprendre ce qui se jouait et ce qui se passait. Donc, je lui expliquais les réactions de son corps, lui dire que c'était un réflexe. J'ai évalué sa motivation. Et pendant la prise en charge, en fait, il était... si elle souhaitait avoir des rapports sexuels, il n'y avait pas de contre-indication. Parce qu'en sexologie, on est parfois amené à demander d'arrêter la pratique des rapports sexuels, des pénétrations sexuelles, pour justement, comme disait Samuel tout à l'heure, lever le stress de cette pression du rapport sexuel pénétrant. Et ça lui permettait en fait d'être libre, d'accepter ou pas. Donc elle avait cette possibilité-là. Il était important aussi de lui reconnaître le droit à la douleur et le droit à la peur. Ça, c'était extrêmement important parce que, vous vous souvenez, elle ne se sentait pas normale du tout. Donc c'était tout d'un coup être libérée du fait qu'elle était anormale, elle se retrouvait un peu plus elle-même. On a procédé à des dessins, je lui ai montré des planches, donc elle a pu redécouvrir, comprendre la disproportion. Moi, je vous le disais tout à l'heure, le fait d'elle imaginer le sexe des hommes beaucoup plus gros, et notamment celui de son mari, et de son harceleur, même si elle n'a jamais eu de pénétration avec ce harceleur, elle imaginait effectivement les choses de façon disproportionnée. Après, une piste de travail, ça a été aussi de lui faire prendre conscience de cette notion de contraction-décontraction. On commence par les cuisses, on commence après par le ventre, et puis après on vient plus bas au niveau du vagin, mais en position allongée, relaxée, tranquille, respiration, de façon à prendre conscience de ce pouvoir qu'on a sur soi, tout simplement, que certains d'entre vous connaissent probablement, mais que d'autres ne connaissent pas, et ils sont en tension permanente, et donc de lui faire redécouvrir cette notion de contraction-décontraction. Donc de lui faire prendre conscience de ce qui se jouait dans sa situation. Et puis après, bien entendu, on élargit le domaine de juste de la sphère sexuelle et personnelle, on élargit avec une évaluation de la satisfaction dans la vie de tous les jours, la vie conjugale, la vie pratique, la vie à la maison, etc. Ou la vie au travail, mais là, en fait, elle est à la retraite. Après... voilà, l'aider à comprendre qu'elle réagit plutôt à son imaginaire et à ses craintes et à ses croyances et ses représentations qu'à la réalité qu'elle vivait, quoi. Et puis enfin, un travail de restructuration cognitive en 4 colonnes qui lui a permis de décrire en fait les situations vécues, les émotions qu'elle vivait à ce moment-là, ses pensées anxieuses. Et puis la 4e colonne nous permettait de peut-être écrire des choses qui pouvaient être une pensée plus rationnelle et plus rassurante. Ensuite, donc 2e étape, travail avec une sophrologue, puisque c'était un choix que nous avons pris tous les deux, puisqu'elle
n'avait pas envie d'aller avec d'autres outils. Donc la sophrologue l'a reçu 12 fois, avec pour objectif un bien-être et une acceptation. Elle l'a mis bien entendu en état sophronique, qui permet donc la relaxation, lâcher prise. La sophrologue a fait aussi un travail sur le renfort de l'estime de soi. Et elle l'a aussi accompagnée dans un travail pour aller rechercher les plaisirs de la vie, la sensualité, enfin se reconnecter en fait. Et pour son conjoint, en fait, je vous disais qu'il n'avait pas été preneur de la prise en charge, mais en fait, lui était occupé avec sa longue maladie et il considérait que ce n'était pas son problème, donc lui, il lui a dit « tu gères ». Merci de votre attention. Donc pour cette dernière présentation, j'ai choisi de vous parler de quelques repères en sexologie. D'abord une présentation de ce que peuvent être les repères et en fait c'est un essai pour ce soir. Si ça vous intéresse, on pourra à chaque fois reproduire différents sujets qui pourraient vous intéresser. Ça serait bien d'ailleurs que vous puissiez le faire savoir à l'association médicale, comme ça on pourrait préparer des sujets qui vous intéressent particulièrement. Alors qu'est-ce que ça peut être ces repères? C'est un ensemble de connaissances générales de base dans le domaine de la sexualité. Alors vous voyez que quand on prend en charge un patient, il y a différentes composantes bien sûr autour de ce patient. Vous avez l'habitude du côté maladie, santé, les médicaments, etc. Mais toute la partie psychologique, croyances, relations avec le partenaire, les facteurs de stress, les conditions psychologiques, les expériences sexuelles précoces, etc., c'est quelque chose que peut-être vous avez moins l'habitude d'interroger, et pourtant c'est très très important dans l'explication en tout cas des problèmes sexuels qui peuvent survenir. Alors le but d'avoir certaines connaissances, c'est de se sentir plus à l'aise pour en discuter avec les patients, voire même oser initier la discussion, puisque vous êtes un certain nombre à nous dire que vous considérez que ce n'est pas de votre mission que de questionner la personne sur sa sexualité si la personne elle-même n'en parle pas. Et c'est toute la problématique. De toute façon, quand on a un manque de connaissances, dans un sujet, c'est rare qu'on se lance à ouvrir la porte de la discussion avec les patients, parce qu'on se dit si ça va dans des domaines que je ne connais pas, je risque d'être un peu mise en échec, je ne saurais pas comment répondre aux besoins de la personne. Donc souvent, on n'aborde pas. Et de toute façon, les patients sentent très bien, ça n'est pas dit, mais souvent les patients sentent à qui ils peuvent en parler ou pas. Alors pourquoi se mobiliser pour essayer d'acquérir certaines connaissances de base? D'abord parce qu'on n'est pas du tout formé à la fac. Ça, je crois que, je ne sais pas si maintenant les jeunes générations se sentent formés par rapport à la sexologie. En tout cas, nous, moi à mon époque, on ne l'était pas du tout. Et c'est quand on a commencé à suivre des formations ou assister à des conférences, ça a vraiment été un choc brutal, un monde nouveau qui s'est ouvert. Et donc je me dis, si on peut vous apporter quelques éléments d'information à ce sujet, c'est volontiers, parce que je pense qu'après, ça peut beaucoup aider dans le dialogue. Alors pourquoi? Parce que les patients, en fait, il y a des études qui ont montré qu'ils souhaitent que ce soit leur médecin qui aborde le sujet. Donc là, du coup, on est un petit peu coincé si soi-même on n'a pas de bonnes dispositions pour le faire. Et puis aussi, ce qu'on nous a dit quand on a fait nos études, c'est que 30% des problèmes sexologiques se résoudraient avec une bonne information. Donc c'est pas mal quand même. Pouvoir donner des informations fiables à nos patients, finalement, ça pourrait améliorer 30% des problèmes sexologiques. Donc je vais retenter comme ça. Je ne sais pas comment on fait. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ok. Alors, le souci, c'est que il ne faut pas se perdre dans une nébuleuse et pas être précis, parce que du coup, le patient peut ressortir du cabinet de consultation avec plus d'incertitude et d'interrogation qu'avant d'avoir consulté. Donc, tout le problème, c'est d'être capable de répondre de façon brève et précise aux patients.
de pouvoir répondre à de très nombreuses questions qu'ils ont dans leur tête. Et l'objectif ultime, c'est quand même, à la fin, de pouvoir leur permettre de désamorcer rapidement des incompréhensions, notamment dans le couple, qu'il peut y avoir, et si possible, avant des conséquences irréparables. Parce que, malheureusement, un certain nombre de personnes, ils n'osent en parler qu'à un stade très évolué du problème qui se passe, soit pour eux, soit dans le couple. Et c'est connu que plus on attend avant de commencer à essayer de changer quelque chose, plus c'est difficile. Donc si vous leur permettez, si vous leur offrez cette possibilité d'en parler assez vite, après le début de la dysfonction sexuelle ou du trouble sexuel ou du trouble dans le couple, il y a des chances quand même que ça puisse se résoudre beaucoup plus facilement. Or, il y a eu en 2016 une enquête de l'association médicale, de l'agence sanitaire et sociale. Il y a eu un baromètre santé qui a été fait auprès des médecins généralistes en Nouvelle-Calédonie, qui a montré que les médecins généralistes abordaient la sexualité régulièrement avec l'ensemble de leur patientèle dans 27% des cas, à la demande seulement du patient dans 32% des cas, uniquement avec des populations à risque, ça c'est selon ce que pense le médecin, hein, qui est une population à risque, dans 34% des cas et jamais 1% des cas. Et quand on parlait, qu'est-ce que c'était pour vous aborder la sexualité? Eh bien, en réalité, c'était les IST qui étaient le sujet le plus abordé. Quand on regarde la liste des sujets abordés par pourcentage décroissant, vous voyez qu'on retrouve IST, contraception, suivi gynéco. Je ne pense pas qu'on puisse parler là de sexologie. Ensuite, c'est la dysfonction érectile chez les hommes qui amène à la discussion dans 55% des fois où on l'aborde. Mais vous voyez que manque de libido, dyspareunie, éjaculation précoce, difficulté d'orgasme, c'est quand même des pourcentages qui commencent à être assez bas. Alors, donc j'ai choisi, parce qu'au départ, j'avais pensé vous faire plusieurs topos, mais je crois que c'était beaucoup trop ambitieux pour le temps qu'il y a ce soir. Donc j'en ai choisi un parmi les trois que j'avais prévus, et je me propose de vous parler de la différence masculin-féminin, parce que c'est quelque chose de très fréquent, et que les gens sont en manque d'informations de façon extrêmement importante. Et ça crée des conflits dans les couples, parce que chacun pense que l'autre fonctionne comme soi-même et n'a pas de connaissance suffisante de comment peut fonctionner l'autre. Donc là, deux histoires, enfin des réflexions en fait, c'est pas des histoires, hein, mais voilà. Une très jeune femme, quelle déception pour notre première nuit, il n'a eu aucune érection. Et moi qui l'ai cru quand il me disait qu'il me trouvait très attirante. Il s'est bien moqué de moi. Donc ça, c'est la jeunesse qui parle. Déception, frustration et un petit peu de colère quand même dans la voix. Et puis, tout de suite après, de l'autodévalorisation et de l'inquiétude parce que en fait, les femmes sont très centrées sur l'image qu'elles peuvent produire sur leur partenaire masculin, notamment. Là, on va parler de relations hétérosexuelles. Et donc du coup, c'est très important pour elles de voir une réaction chez leur partenaire, une réaction physique à leur pouvoir de séduction. Ça, c'est très très important, surtout chez les très jeunes. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué une grande inquiétude et une autodévalorisation. Je ne suis pas belle, je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, etc. Un homme, alors ça c'était un homme qu'on avait eu quand on faisait des émissions radio, je ne sais pas si vous avez écouté parfois, à un moment donné on faisait des émissions radio en milieu associatif, une fois par semaine, et un soir on a reçu un appel donc c'était en direct, hein, c'était un homme océanien, qui vivait en couple depuis 10 ans et qui disait, il a appelé parce qu'il disait je ne comprends pas, ma femme n'a plus envie de faire l'amour, je suis sûr qu'elle a quelqu'un d'autre. Et il était persuadé de ça. Ça faisait très longtemps que ça durait, ça. C'est pour ça que je vous dis, si on peut désamorcer les choses au début, c'est mieux. Et en fait, il y avait beaucoup de colère dans sa voix.
et du désespoir aussi, parce qu'il ne savait pas quoi faire, quoi. Donc on sentait qu'il n'était pas loin de la violence, hein, quand même. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations. Chacun interprète. Parce que comme on ne connaît que soi, si on n'a pas reçu suffisamment d'informations, chacun, c'est-à-dire chacun dans son sexe, a tendance à penser que l'autre fonctionne comme soi, pensant bien faire. Si ça marche pour moi, ça marche pour lui. Mais non, pas forcément. Alors tout mon exposé va être là pour vous montrer qu'il y a sans doute beaucoup plus de différences que ce qu'on croit, bien qu'on soit dans une époque où on veuille prôner l'égalité des sexes, eh bien, il y a quand même des choses. Alors bien sûr, ça va peut-être vous paraître caricatural, tout ce que je vais vous dire, cependant, vous allez peut-être reconnaître, ça et là, des choses que vous ressentirez pour vous-même ou dont vous avez pu être le témoin. Donc il existe pourtant des différences, bien sûr, je ne m'attarde pas du tout sur les différences anatomiques et physiologiques, hein, ça, les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est de plus, en plus de ces différences anatomiques et physiologiques, c'est qu'on subit depuis notre naissance de multiples influences qui nous laissent des empreintes. Ces influences, elles sont culturelles, religieuses, éducatives, et dues aussi à comment se sont passées nos premières expériences. Par exemple, si pendant la première expérience sexuelle, érotique ou sentimentale, notre partenaire s'est moqué de nous, ça peut nous laisser une empreinte pour toute notre vie, toute notre carrière sexuelle, comme on peut dire. Et il peut y avoir des dévalorisations qu'on va se traîner après pendant toute notre vie. Donc le problème, c'est que ces influences vont valoriser le masculin et le féminin et les cantonner dans des rôles. Ça va donner des stéréotypes de genre, des stéréotypes sexuels. Ça va être à l'origine de fausses croyances et des erreurs d'interprétation qui vont pouvoir avoir pour conséquence des conflits, des maladies de la relation, des conjugopathies, des violences, des séparations. Donc des choses quand même assez dures, assez irréversibles. Et pour la personne elle-même, ça peut être source de dépression, voire de prise de risque, avec des tentatives de suicide, etc. Alors bon, différence entre hommes et femmes, ça de toute façon, quand vous allez sur Google, vous trouvez facilement des grandes différences. Voilà. Un petit clin d'œil. Alors, le problème. Bon, alors voilà. En fait, ça, c'est pour vous dire que traditionnellement, les hommes et les femmes, on leur attribue des rôles sociaux. Hein, le masculin, l'archétype, c'est le guerrier, le héros. Le féminin, c'est la princesse, l'héroïne, mais aussi la guérisseuse, avec un soupçon de magie. Donc la vocation forcément du masculin, c'est de protéger, souffrir, tuer, mourir. Chez la femme, c'est inspirer, prendre soin, guérir. Donc déjà, on commence avec des grandes différences. Hein. Les oppositions commencent déjà. Du coup, les qualités qui sont valorisées, pour le masculin, c'est l'action, pour le féminin, c'est l'être. Et donc, avec tout le cortège donc, de toutes les qualités qu'on peut attribuer, espérer attribuer au masculin et au féminin. Alors, malheureusement, les tableaux se... Voilà. L'expression des émotions, eh ben, chez le masculin, ça c'est un peu en contradiction avec les qualités du guerrier. Et donc du coup, c'est peu valorisé l'expression des émotions. Les hommes expriment peu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotions, mais ils l'expriment peu. Par contre, les sentiments, les émotions sont en cohérence avec les qualités qu'on pense pour le féminin, et donc elles sont acceptées, et la femme exprime beaucoup. Mais vous voyez, j'ai quand même mis en tête à chaque fois de tableau, je me suis forcée à mettre masculin et féminin parce qu'on a tous, chacun en nous, un peu de masculin et de féminin. Donc je me suis gendarmée à ne pas mettre homme et femme, hein, parce que bon, c'est très caricatural quand même. Mais quand même, on retrouve cette éducation au masculin et au féminin. Ça se retrouve quand même, c'est très traditionnel. Représentation du corps.
Dans le masculin, c'est la force, la musculature. Bien sûr, pour être un guerrier, un héros, il faut en avoir. Et chez la femme, ce qui est important, c'est la vision de son corps, c'est un outil de séduction, un atout pour obtenir des faveurs. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. La réaction, pour une femme, c'est très important de voir la réaction de son partenaire par rapport à son potentiel de séduction. Donc là aussi, on retombe dans des clichés. Alors, maintenant, on va parler un peu plus au niveau de la sexualité, c'est un peu moins général, là, un peu plus de la sexualité. Donc, ce qui est important pour le masculin, c'est le résultat, l'efficacité et la réussite, au travers de l'érection, bien sûr. Ça, c'est primordial. Pour le féminin, c'est secondaire, c'est-à-dire que l'érection, c'est un moyen, ce n'est pas un résultat. Et le résultat, ça peut tout à fait être secondaire, à condition que la femme se soit sentie respectée dans le jeu amoureux. Côté ambiance, climat affectif, environnement autour de la sexualité, le masculin est sexuel avant d'être sensuel et le féminin, elle est sensuelle avant d'être sexuelle. L'ambiance, le climat affectif, l'environnement, c'est secondaire pour le masculin, d'où les préliminaires ont quand même très peu d'importance. Alors que c'est primordial, alors je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes, ce que nous a expliqué Samuel, mais en général, quand on parle avec des couples en consultation, on trouve souvent quand même des femmes qui nous disent que les hommes ne prennent pas assez de temps pour les préliminaires. Et surtout, le sexe, pour une femme, ça prend sa place dans un contexte. Ça ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Alors, un homme fait l'amour pour se détendre, alors qu'une femme, elle doit être détendue pour faire l'amour. Elle doit se sentir en confiance et en sécurité amoureuse pour se lâcher et devenir sexuellement imaginative. J'ai bien aimé cette phrase. Alors, surtout, voilà. Côté masculin, on a tendance, comme les préliminaires ont peu d'importance, à aller directement sur les organes sexuels de la partenaire. Et ça, c'est un grand reproche des femmes. Alors que les femmes, elles préfèrent l'abord indirect, d'abord sensuel, puis sexuel. Alors, pour vous aider, j'ai essayé de vous faire un petit dessin. La différence entre le pôle sentimental et le pôle sexuel, donc le pôle sentimental, c'est tout le haut du corps, la face antérieure des jambes, mais c'est donc toute la face postérieure du corps, hein, sauf les fesses, hein, la face postérieure des jambes, et tout ce qui est intérieur des cuisses, le bas du ventre. Là, ça commence à devenir plutôt sexuel. Et alors, le must, c'est effectivement les seins et le sexe. Donc, ne pas directement aller sur les seins ni sur le sexe pour les hommes. Voilà. C'est quelque chose qui est assez facile à expliquer aux hommes, mais ils ont besoin qu'on leur explique, en fait. Hein. C'est pas inné chez eux. À moins d'avoir eu une super éducation. Voilà. Alors, autre différence aussi, un homme a beaucoup de mal à faire un clivage entre sensualité et sexualité. Du moment qu'il commence à être excité, lui, c'est « je vais jusqu'au bout ». Alors qu'une femme, elle peut très bien ne désirer que des caresses. Et puis ça s'arrête là. Mais ça, les hommes, ils ont du mal à le comprendre parce qu'eux, ils ont besoin d'aller jusqu'au bout, souvent. Encore une fois, c'est caricatural, mais c'est quand même quelque chose... Et donc, une femme, elle ne comprend pas ça. Les femmes ne comprennent pas le masculin, et le masculin ne comprend pas le féminin, souvent. Il y a besoin d'une éducation, puisque les neurosciences nous ont quand même amené le fait que l'essentiel de la sexualité chez l'humain, il est appris, il n'est pas inné. Donc, on a un grand rôle pour éduquer les jeunes, les adolescents, mais aussi pour expliquer, quand ça ne va pas dans un couple, pourquoi. Parce que les gens sont de bonne foi. Et si on leur expliquait, ils pourraient tout à fait dire « Ah bon, je ne savais pas du tout », etc. Bon. Donc, c'est pour ça aussi qu'une femme, quand au bout d'un moment, elle sait très bien que si elle commence à faire une caresse à un homme, ça va aller jusqu'au bout. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas déclencher ça? Elle se met en retrait, et du coup, elle ne touche même plus. Et ça, c'est dommage.
En fait, si au couple on pouvait expliquer tout ça, il se pourrait qu'il y ait une sorte de contrat qui puisse se faire entre les deux partenaires pour expliquer que ce soir c'est que des caresses, mais ça ira pas jusqu'au bout. Si l'homme il a trop envie que ça aboutisse, eh bien il peut aller se masturber dans les toilettes. En tout cas, dans la prise en charge sexologique, quand on monte un programme thérapeutique pour faire en sorte que le désir revienne chez une femme, ou qu'on accompagne un couple parce que la situation est complètement enquistée et qu'il n'y a plus de possibilité du tout de contact, etc., parce qu'il y a une incompréhension totale et que vraiment ça s'est enquisté, eh bien, ça peut passer par ce genre de contrat. Momentané. Mais il n'est pas question que ce soit définitif. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre d'étape qu'on peut mener. Donc c'est sûr que si on l'expliquait avant d'en arriver là, aux femmes, aux hommes, eh bien peut-être que ça éviterait d'arriver à la colère et voire à la violence, voire aux violences sexuelles. Donc, par contre, si les femmes, elles savent bien faire le clivage entre sensualité et sexualité, par contre, elles font très mal le clivage amour-sexualité. Alors que le masculin, oui. Lui, il peut très bien avoir une maîtresse et considérer que ce n'est pas de l'amour. Voilà. Ça aussi, c'est peut-être de plus en plus caricatural dans les sociétés occidentalisées, mais je pense que ça reste quand même une grande différence entre le masculin et le féminin. Alors, autre chose aussi très importante que peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé, c'est que le sens premier chez l'homme, c'est la vue, alors que une femme est polysensuelle, elle est attentive aux odeurs, aux mots d'amour que dès le matin son partenaire lui aura dit, et au toucher. Donc, en fait, parfois on est obligé d'expliquer aussi à des hommes qu'il faut qu'ils soignent son hygiène, qu'il faut qu'il pense à dire des mots gentils, etc. Voyez, parce que pour lui, c'est pas très important. Enfin, c'est pas forcément très important. Donc il considère que si c'est pas important pour lui, ça l'est pas forcément pour sa partenaire. Donc voilà, il faut un petit peu expliquer ça. La norme chez le masculin, c'est quantitatif, la longueur, l'épaisseur, la fréquence, la durée, les décibels de sa partenaire pendant le rapport. Et chez une femme, c'est plutôt une norme qui est qualitative, le désir, les mots du partenaire, l'ambiance romantique, la douceur, etc. Du coup, les plaintes, chez le masculin, c'est mécanique, et chez le féminin, c'est plutôt subjectif, le désir, le plaisir. Autre différence, dans la réponse sexuelle. Alors, Isabelle vous a montré la courbe de la réponse sexuelle, donc excitation, plateau, plaisir et retour à la norme. Et puis, c'est ce qu'on appelle la réponse sexuelle. Donc, au niveau de la réponse sexuelle, l'homme est spontanément rapide et la femme est spontanément lente et progressive. D'ailleurs, il est tellement spontanément rapide que, notamment au début de sa carrière sexuelle, entre guillemets, il y a un certain nombre de jeunes hommes qui se précipitent et ça conduit à l'éjaculation prématurée. Par ailleurs, l'anxiété peut empêcher l'érection. Ça, je pense que les hommes savent, ils ont sans doute eu ça. Peut-être, dans leur expérience. Donc, ce qui fait que tout au long de leur vie sexuelle, les hommes doivent apprendre le contrôle de l'excitation. Par contre, pour la femme, c'est l'inverse. Elle doit apprendre la perte de contrôle et le lâcher-prise. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Une forte émotion amoureuse favorise chez l'homme une panne sexuelle, c'est-à-dire un problème d'érection. Ça, c'est du fait que l'anxiété active le système orthosympathique. Par contre, chez le féminin, au contraire, ça peut, une forte émotion amoureuse peut favoriser l'orgasme. Je l'ai bien fait. Alors,
Pendant le rapport, le masculin sera surtout centré sur ses sensations et malheureusement, le féminin, la femme, elle est centrée sur l'image qu'elle pense que le partenaire a d'elle. Et ça, c'est terrible, quoi. J'ai trop de graisse, j'ai des vergetures, j'ai mon ventre qui fait floc-floc, ça fait du bruit pendant la pénétration, enfin tout un tas de trucs, ce qui fait que ça la bloque complètement, quoi. Ça fait des ondes là sur le ventre quand on bouge. Mais l'homme, il s'en fiche complètement, mais la femme pense que c'est horrible, quoi. Donc elle n'arrive pas à se lâcher, et voilà. Donc au contraire, il faudrait, le travail thérapeutique, ça va être qu'elle apprenne à se centrer sur elle-même, hein, sur ses propres sensations. Alors les reproches que les hommes font aux femmes, elles sont complexées, c'est des dépendantes affectives, elles compliquent tout, elles interprètent tout, elles dramatisent, elles critiquent, elles se plaignent, elles sont idéalistes en amour, elles ont besoin sans arrêt qu'on leur répète qu'on les aime. Alors ça, c'est quand même un manque de confiance en elles qu'ont les femmes, hein, par rapport à leur pouvoir de séduction, etc. Donc elles ont besoin qu'on leur dise souvent, dès le matin, les petits mots. Et puis, ah oui, on ne sait jamais de quoi elles ont envie, ça change tout le temps. À un moment, elles veulent que je sois tout doux, à un autre moment, elles voudraient que je la plaque contre le mur. Bref, je sais jamais quoi faire au bon moment. Maintenant, qu'est-ce que disent les femmes des hommes? Ils ont du mal à communiquer, ils sont trop portés sur l'apparence féminine, ils ont peur de l'engagement, ils sont immatures, ils sont trop portés sur le sexe, ils ne sont pas romantiques, ils séparent trop facilement le sexe et l'amour, ils n'accordent pas assez d'importance à la relation et ils ont besoin d'être maternés. Je ne sais pas si vous reconnaissez certaines choses. Alors maintenant, les pensées irrationnelles. Alors là, bon, les hommes... Certains hommes peuvent penser qu'ils sont responsables du plaisir de leur partenaire. Or, le plaisir d'une femme, eh bien, il faut qu'elle apprenne à elle-même à lâcher prise. Donc, c'est pas finalement, c'est pas forcément. Il faut une certaine habileté quand même érotique, mais pour les hommes, mais ça n'est pas suffisant. Alors, aussi, une grande croyance erronée, c'est que je dois bander fort, sans interruption, pendant le rapport. Et à chaque rapport. Ah ça, ils sont parfois très très inquiets quand ils disent « Ah mais au cours du rapport, j'ai vu que ça baissait un petit peu, j'ai senti que j'avais une baisse d'érection, etc. » Et après c'est reparti, mais bon, j'ai eu peur. Hein. Il faut expliquer que c'est normal. Voilà. Et que parfois il y a des pannes, ça aussi c'est la normalité. Alors, je suis performant si je suis capable de faire le marteau-piqueur. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et alors, comme vous a expliqué Samuel, c'est que, eh bien, il faut leur expliquer que c'est bien, parfait, c'est performant physiquement, tout ça, mais que c'est pas forcément ça qui va donner du plaisir à une femme, puisqu'elles sont peut-être plus sensibles aux pressions sur les parois du vagin que sur le simple entrée-sortie à répétition. Alors, chez les femmes, autre pensée irrationnelle. Mon partenaire est responsable de mon plaisir. Moi, je m'allonge, il doit savoir faire. Et puis surtout, il devrait savoir ce dont j'ai envie. Alors comme vous avez vu tout mon argumentaire, les différences entre les hommes et les femmes, en fait, il ne peut pas deviner. Hein. En plus, chaque femme est différente, donc il y a des choses une femme va aimer certaines choses, une autre d'autres choses. Comment pourrait-il savoir ce dont elle a envie? Si même ils doivent forcément bander, c'est ce qu'on a vu au début, eh bien non, une forte émotion amoureuse peut faire que, justement, il n'arrive pas à bander. Et pourtant, il est extrêmement amoureux, avec beaucoup de désir. Si on est amoureux, la sexualité doit marcher toute seule. Eh bien non, puisque, comme je vous disais, les neurosciences nous ont montré que l'essentiel s'apprend en matière de sexualité. Donc non. Et puis, il faut mettre des ingrédients aussi. Et puis, si ça marchait au début... Et dans les relations de longue durée, ce n'est pas dit que ça marche tout le temps. Donc, il y a des ingrédients à retrouver, des ambiances à recréer pour que peut-être ça remarche. Ah oui, autre pensée irrationnelle, exprimer son plaisir à voix haute est vulgaire. Je ne peux pas hurler parce que, de plaisir, parce que ça va être pris vulgairement par mon partenaire ou par les voisins. Les fantasmes sont malsains, on trompe l'autre.
Pourtant, les fantasmes, on s'en sert beaucoup dans l'accompagnement sexologique. Hein. L'érotisme, même dans sa tête, c'est quelque chose, il faut remettre en route la machine du désir et on s'en sert et c'est pas malsain du tout. Alors, quelques dernières informations complémentaires. La disharmonie conjugale doit toujours être traitée en premier en cas de problème sexuel, parce que s'il y a une mésentente dans le couple très prononcée, on ne va pas commencer à forcément parler du désir. On va d'abord essayer d'apaiser les tensions qu'il y a dans le couple, et secondairement, on commencera à parler des problèmes de dysfonction sexuelle. La collaboration des deux partenaires est indispensable. Plus le regard du ou de la partenaire est positif sur le problème, plus la réussite est rapide. Et c'est là où, ce que vous disiez Isabelle, le conjoint de sa patiente n'est jamais venu à sa consultation. Et plus ça va, plus on se rend compte que de toute façon, quand il y en a un qui a une dysfonction sexuelle, un problème sexuel, il faut toujours se demander quelle est la réaction du ou de la partenaire. Si on prend en charge la dysfonction sexuelle du patient, quelle va être la réaction de la partenaire? Une femme n'a peut-être pas trop envie que finalement on traite la dysfonction érectile du patient. Peut-être qu'il y a des bénéfices secondaires, on ne sait pas, à ne pas avoir de rapport sexuel. Donc en fait, par exemple, prescrire du Viagra comme ça, enfin, ou des IPDE5 comme ça, faire une prescription sèche, sans savoir comment ça va se passer, comment ça se passe dans le couple, etc., peut-être en discuter avec la partenaire, peut-être que ça va aller à la catastrophe et il y aura 50% des prescriptions d'IPDE5 sont abandonnées par les patients parce que c'est fait de façon sèche et sans prise en compte du contexte global. Donc de toute façon, et après, il faut voir aussi si le ou la partenaire, du coup, si le ou la partenaire a un bénéfice secondaire à ce que le problème ne se règle pas, peut-être qu'il va mettre les bâtons dans les roues dans la prise en charge. Donc de toute façon, il faut toujours s'enquérir de savoir comment faire en sorte qu'il y ait implication du partenaire. La résolution d'une cause physique à un problème sexuel peut ne pas résoudre le problème sexuel. Oui. La peur de l'échec, l'anxiété de performance peuvent s'être suffisamment infiltrées dans l'esprit du patient pour que le trouble persiste malgré la disparition de toute cause physique. Donc la prise en charge effectivement de l'anxiété et du contexte émotionnel et psychologique, on ne peut pas y échapper. Il faut voir si la prise en charge physique c'est bien, mais il faut voir aussi la prise en charge psychologique. La guérison peut aussi passer par l'adaptation au problème. Quand il y a quelque chose qui ne peut pas se résoudre complètement, il y a peut-être des pistes à donner aux patients pour s'adapter au problème et trouver d'autres moyens pour arriver à une satisfaction conjugale ou personnelle. La normalité sexuelle est d'avoir de temps à autre des pannes et des échecs. Être parfait et efficace de manière immuable et permanente n'est pas la réalité, c'est l'idéal espéré et c'est un petit peu une illusion. Mais il y a des gens qui s'accrochent à ça, hein. Alors, notamment des hommes qui ont toujours bien fonctionné au niveau de leur érection et qui arrivent à un âge où ça marche moins bien. Les IPDE5, par exemple, les comprimés, ils ne supportent pas, etc. C'est le désespoir parce qu'ils n'ont pas travaillé cette adaptation à l'évolution. Et donc, du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça remarche comme avant, quoi. Mais on se transforme tout au long de la vie, et c'est peut-être... Donc, il faut leur expliquer qu'il y a peut-être plusieurs façons de faire aussi. Plus le patient est focalisé sur la réussite, la performance, la mécanique sexuelle, l'efficacité, le quantitatif, plus l'échec est assuré. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais bon. Donc, j'en reviens à mes histoires du début. Qu'est-ce que vous auriez pu dire, je ne sais pas si on a le temps, qu'est-ce que vous auriez pu dire à cette très jeune femme, par exemple, qui dit à notre première nuit ensemble, il n'a pas eu d'érection. Je suis vachement déçue, je pensais que il me disait qu'il me trouvait très attirante et... Très bon signe. Très amoureuse. Et ben voilà.
Forte émotion amoureuse, il a eu une panne, c'est normal, c'est physiologique. Et cet homme en couple depuis 10 ans, ma femme n'a plus envie de faire l'amour, je suis sûre qu'elle a quelqu'un d'autre. Parce que lui-même, il se dit, si moi j'avais plus envie de faire l'amour avec ma femme, j'irai voir ailleurs. Vous voyez, c'est son mode de fonctionnement. Mais donc, il faut expliquer que, on ne l'a pas abordé là, mais le désir féminin tout au long de la vie et surtout dans un couple de longue durée, c'est quelque chose qui évolue et c'est pas la même façon de fonctionner que les hommes. Peut-être ça lui éviterait de tirer des conclusions comme ça, quoi. C'est surtout l'interprétation en fait qui ne va pas. Est-ce que vous avez des questions? Ben, je vous remercie déjà. Et puis...